Il y a des dizaines de milliers d'années, les ancêtres de l'homme ont commencé à utiliser quotidiennement le feu. Ce dernier fut une révolution en tant que source de lumière, source de chaleur, arme pour se défendre. Mais la meilleure chose qu'il apporta, c'est bien la cuisine. Oui, grâce au feu, des aliments initialement indigestes sous forme naturelle comme le blé ou la pomme de terre devinrent des produits de base de l'alimentation. Et même au-delà de changer la chimie des aliments via la cuisson, la cuisine changea aussi leur biologie en tuant les germes et les parasites qui infestaient alors certains aliments. Bref, dès lors, l'homme est devenu un cuisinier et cette simple caractéristique a fait toute la différence dans son ascension vers sa place d'espèce numéro 1 sur Terre. Aujourd'hui, on va donc rendre hommage à la cuisine, et quelle meilleure œuvre pour en parler que Ratatouille, le Pixar qui fait rayonner la France et sa place dans le game international. Nous les Français, nous savons ce qu'il en est. La meilleure cuisine du monde est la cuisine française. Les meilleurs restaurants du monde sont à Paris. Alors oui, avant tout, Ratatouille, c'est vendre la ville de Paris. Donc les rues sales, la colline du crack ou encore l'amorosité du métro, c'est ciao. Puisque dans Ratatouille, on est là pour rêver, pour voir la tour Eiffel des toits la nuit, pour voir les terrasses de café, pour voir de la baguette avec du fromage, et bien sûr pour voir les aventures vécues par un rat dans la cuisine d'un grand restaurant. Le restaurant du chef Gusto et son fameux « Tout le monde peut cuisiner ». D'accord, mais si tout le monde peut cuisiner, qu'est-ce qui fait que Linguini est éclaté au sol, alors que Rémi, lui, c'est un prodige? Ou formulé autrement, pourquoi peut-on dire que la cuisine est une science et qu'un bon cuisinier est un bon chimiste? Bah je crois que la réponse est dans la fiction. On va commencer par les bases avec un schéma. Déjà, il nous faut un aliment et un humain. L'humain met l'aliment dans sa bouche et au fur et à mesure qu'il le mâche, des saveurs et des arômes lui apparaissent. Et bien que ces derniers semblent objectifs et classifiables, la réaction du cerveau à ce processus, elle semble subjective. Elle dépend de l'humain qui pourra trouver ça bon. J'aime bien! Ou mauvais. Ouais, c'est dégueulasse. Bref, c'est tout ce mécanisme complexe qu'on va décrypter aujourd'hui. L'idée étant de comprendre ce qui se passe entre le moment où tu croques dans ton aliment et où ceci se passe dans ton cerveau. Pour commencer, il faut regarder du côté de l'aliment. Oui, tout part de lui, mais au final, c'est quoi un aliment? Bah c'est avant tout un tas de molécules. Des lipides, les graisses, des glucides, les sucres, des protéines, de l'eau, mais aussi des molécules aromatiques, qui sont en fait accrochées sur les trois premières. Sauf qu'accrochées, elles le sont pas si bien, parce que lorsqu'on mâche et donc qu'on vient saliver sur les aliments, bah ces molécules finissent par se mélanger à la salive, le tout créant une sorte de mixture qui vient se répandre dans notre bouche et qui permet aux molécules d'entrer en contact avec notre langue. Ce qui rend la langue magique, c'est surtout ces petites bosses qui la recouvrent. Il en existe plusieurs types et on les appelle des papilles. Le truc, c'est qu'à moins que tu sois une girafe, la taille de ta langue est plutôt restreinte, mais malgré ça, sur l'ensemble de tes papilles se trouvent des milliers de bourgeons du goût qui sont eux-mêmes pourvus de plusieurs petits cils. Ces derniers, les cils, étant en fait les extrémités de cellules qui font office de récepteurs sensoriels. Et ils réceptionnent quoi ces récepteurs? Bah c'est justement eux qui entrent en contact avec toutes les substances qui ont été dissoutes dans la salive juste avant. Bref, ces substances présentes dans les aliments, elles viennent se fixer sur les cils, ce qui entraîne une réaction chimique, et de cette manière, un influx nerveux est déclenché et peut monter au cerveau. Yes, comme pour la plupart des choses qui se passent dans ton corps, c'est ensuite au cerveau de jouer son rôle. Mais avant de parler de ce dernier, va falloir qu'on parle d'une autre partie de ton visage qui joue un rôle encore plus important que la langue lors de tes dégustations. C'est ton nez, bien sûr. Il semblerait qu'avec la langue, on capte que 20% du goût, le reste de l'expérience sensorielle passant par le système olfactif. Ok. Très affûté. Et oui, dans l'aliment, après mastication, les molécules volatiles libérées sont de plusieurs types. Il y a, comme on l'a vu, les molécules sapides qui ont de la saveur et qu'on ressent au niveau de la langue. Et il y a les molécules odorantes qu'on ressent grâce à notre nez et qui viennent compléter le goût avec des arômes. Mais avant d'en parler, revenons vite fait sur les saveurs, parce que je les ai même pas citées alors qu'elles se comptent littéralement sur les doigts d'une main. En effet, on retrouve le sucré, le salé, l'acide, l'amer. C'est ta mère, enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Et enfin, l'umami.
Les premiers tu connais, et le dernier il est assez dur à décrire et il a longtemps été débattu pour être ou non une saveur de base. C'est en fait un mot d'origine japonaise signifiant goût savoureux, et la première fois qu'il a été décrit c'est justement par un chimiste japonais qui avait reconnu ce goût inclassifiable dans une soupe à l'algue kombu. Puis on s'est ensuite rendu compte qu'on retrouvait aussi cette saveur dans certaines viandes, certains poissons, certains fromages. Décrit autrement, l'umami c'est un peu le parmesan que tu mets dans tes pâtes et qui te fait te dire j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'en reprendre quoi. Enfin voilà pour les saveurs de base. Maintenant, comme promis, passons à la perception du goût ressenti via le nez. Pour ce dernier, le mécanisme est un peu le même qu'avec la bouche. C'est-à-dire que lorsqu'on mâche, certaines molécules volatiles remontent à notre nez en passant par la voie rétronasale qui connecte le nez à la bouche. Et ces dernières arrivent ainsi à cet endroit. Elles peuvent alors activer jusqu'à environ 350 types de récepteurs olfactifs. Puis c'est bien ces récepteurs qui nous permettent de percevoir les arômes. Jus d'orange. Arômes qui, eux, ne se comptent pas sur les doigts d'une main, puisqu'on en distingue des milliers. Et enfin, à partir de ces récepteurs, t'as capté qui entre à nouveau en jeu pour boucler la boucle, le cerveau. Yes, à ce stade, tous nos aliments ont été transformés en différents influx nerveux. Il est donc l'heure pour ces messages de nature électrique d'atteindre le cerveau, ce qui se fait en passant par différents chemins, à savoir via la moelle épinière pour ce qui vient de la bouche, et via le bulbe olfactif pour ce qui vient du nez. Une fois les messages arrivés, c'est alors la magie et le mystère du cerveau qui opèrent, puisque les informations sont envoyées dans des zones spécifiques de ce dernier, où toutes ces sensations finissent par fusionner pour ne former plus qu'un, ce qu'on appelle la flaveur. Bon, je l'ai pas dit, mais au-delà de l'olfactif et du gustatif, les sensations tactiles vont elles aussi jouer un rôle dans la reconstitution de la flaveur. Tout simplement parce qu'il y a aussi plein de terminaisons nerveuses dans ta bouche et sous tes dents qui te permettent de traiter ces autres informations sensorielles. Par exemple la température, le côté croquant ou mou, enfin toutes les sensations tactiles qui donc complètent la flaveur. Voilà, avec la flaveur reconstituée dans notre cerveau, la boucle semble bouclée. Et pourtant, il y a encore des choses à prendre en compte avant que notre conscience ne perçoive réellement ces flaveurs pour déterminer si c'est bon ou mauvais. Ces autres influences qui entrent en compte, on va d'ailleurs voir qu'une en particulier est magnifiquement mise en avant dans Ratatouille grâce au critique culinaire Anton Ego. Le goût, au-delà de tout ce mécanisme qui sert à le faire naître, il y a énormément d'autres influences qui peuvent l'affecter. Déjà des facteurs biologiques, comme par exemple la diversité des génomes olfactifs chez l'être humain, qui peut contribuer à expliquer des différences de comportement alimentaire. Mais au-delà de ces facteurs biologiques, ce que je vais surtout développer moi, c'est plutôt ceux qui sont liés à l'environnement. Oui, à la base, on est tous pareils. En effet, à la naissance, il semble que ce soit une constante chez l'humain et chez tous les mammifères, mais les bébés préféreront immédiatement le goût sucré, bien plus que l'acide par exemple. Et ensuite, en grandissant, pour faire évoluer ça, il y a d'autres paramètres qui interviendront, dont un que je trouve intéressant, la culture. Yes, le goût est aussi culturel, c'est-à-dire que selon la zone géographique où t'es né, tes papilles gustatives vont se développer différemment, ce qui fera naître chez toi une sensibilité à un certain type de saveur. À ce sujet, j'ai pu lire ceci dans l'article d'un sociologue. L'acte alimentaire n'est pas seulement biologique, il traduit aussi les valeurs les plus fondamentales d'une culture et d'une époque, leur mutation et leur permanence. Et ce lien entre la consommation de nourriture et une culture, une époque, il fait aussi écho au fait qu'un simple goût peut nous rappeler des souvenirs et ainsi nous évoquer une émotion. Phénomène qui, pour moi, se traduit parfaitement dans une scène de Ratatouille, celle où le critique culinaire Anton Ego, redouté pour son tempérament archi sévère, Aucune émotion. ressent ceci lors de sa première bouchée dans la ratatouille que lui a cuisiné Rémi. Oui, cette scène traduit bien ce que je voulais illustrer avec les influences extérieures qui agissent dans notre cerveau et qui ont donc un effet sur le goût ressenti. C'est-à-dire que bien que la ratatouille ait sûrement été cuisinée à la perfection par Rémi, ici c'est surtout le rappel du souvenir qu'elle fait naître qui va scotcher Anton Ego. Le souvenir de son enfance à la campagne où sa mère lui cuisinait des ratatouilles à partir des légumes du jardin. Et pour quelqu'un d'aussi fermé, réussir à ressortir un tel souvenir si innocent et intense, c'est fort en émotion. Si fort qu'Anton en lâche son stylo, il reste bouche bée, et c'est pas tant pour la qualité de la cuisine, mais bien pour tout ce qui s'est passé autour de la réaction chimique qu'elle a engendrée dans son cerveau. D'ailleurs, au sujet de ce lien entre goût et souvenir, il semble que ce soit vraiment le côté olfactif du goût qui rentre en compte ici. C'est-à-dire qu'inconsciemment, c'est vraiment l'odeur qui va te rappeler le souvenir.
On peut d'ailleurs dire que la ratatouille est sa Madeleine de Proust dans le cas d'Antonego, puisque c'est comme ça qu'on qualifie un souvenir très précis qui repop dans notre mémoire suite à une action qu'on est en train de faire. Bien sûr, ce terme est issu d'un roman de Proust, où ce dernier évoque que subitement lui revient un souvenir associé à un goût, celui des madeleines trempées dans du thé chez sa tante les dimanches matins. On comprend bien le parallèle entre les madeleines dans un cas et la ratatouille dans l'autre. Enfin voilà comment les odeurs peuvent être liées à des émotions qui nous rappellent des souvenirs forts. Et plus encore, voici comment lorsque tu vis un moment marquant, tes émotions peuvent inconsciemment amplifier la mémorisation d'une odeur. Fascinant le corps humain. Bref, maintenant tu comprends, j'avais dit que dans le cerveau, toutes les informations d'arôme et de saveur étaient fusionnées en une flaveur, ce qu'on perçoit de manière objective. Et bien voilà pourquoi, à elle seule, cette flaveur ne suffit pas, puisqu'avant que ta conscience ne la perçoive réellement, bien d'autres paramètres plus subjectifs viennent influencer ta perception de tout ça. Des souvenirs, des habitudes, une culture, des émotions. Aucune émotion. Ça y est, je pense qu'on a reconstitué une bonne photographie de tout ce mécanisme, et on commence à comprendre pourquoi, quand on croque dans un aliment, on ressent un goût, et surtout, on l'interprète, que ce soit par une approbation ou par du dégoût. Ceci dit, même si le subjectif affecte le goût, l'objectif occupe quand même la place centrale, donc les aliments, il faut les rendre bons, et pour ça, on cuisine. J'ai la recette, bitch, je peux faire cook cette bitch, fais aucun bruit. Yes, ce qu'on va finalement développer, c'est le thème central du film Ratatouille, parce qu'on va aller en cuisine et observer de plus près le rôle des cuisiniers. Les chefs, c'est nous. Eux, ils sont là pour apprendre. On a pu voir dans cette vidéo la caractéristique chimique des aliments qu'on mange, qui au final ne sont que des amas de molécules. La première conséquence de cette caractéristique chimique des saveurs, c'est qu'on a la possibilité de recréer des aliments grâce à des molécules aromatiques artificielles, comme ici le fait de créer de la viande qui a l'allure, la texture et le goût de la viande, mais qui n'est pas de la viande. De la même manière, on peut créer ces fameux bâtonnets de crabe qui en réalité ne contiennent absolument aucune trace de crabe. Bref, cette faculté qu'on a de recréer des saveurs et des nutriments peut permettre des choses assez folles. Mais hormis ces aliments recomposés, l'autre conséquence de l'aspect chimique des aliments, c'est que le cuisinier a la possibilité de jouer sur certains paramètres pour affecter la chimie d'un aliment. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est un procédé que j'ai évoqué au début de la vidéo et que l'être humain maîtrise depuis des milliers d'années. La cuisson. Oui, la cuisson c'est tout un art qui bien maîtrisé peut totalement changer le goût des aliments, car d'une certaine manière, la cuisson c'est avant tout une réaction chimique, une réaction qui va transformer certaines molécules et ainsi en faire apparaître d'autres. Par exemple, à partir d'une certaine température, les molécules d'eau vont s'en aller, puis à partir d'une autre, les protéines et les glucides pourront s'assembler pour créer de nouvelles molécules aromatiques. Enfin, les possibilités sont très vastes et ce paramètre est souvent très important dans le goût final d'un aliment, d'autant que des types de cuisson qui ont leurs propriétés, il en existe beaucoup. La cuisson à l'eau, au four, à l'huile, à la casserole, la cuisson fumée. C'est pas vraiment fumé, ça a une certaine... Ah, c'est plutôt... Tu vois, genre... Fin tant de procédés pour tant de perspectives de goût. Voilà donc le rôle du cuisinier, celui d'être un artiste avec sa palette de saveurs, d'arômes et de savoir-faire qu'il peut utiliser dans le but de ressortir un mix parfait, un subtil équilibre qui donnera au plat une saveur dominante sans pour autant masquer ou délaisser les autres. Nous sommes des artistes. Et pour relever ce défi, le chef cuisinier n'est souvent pas seul, il s'entoure de toute une équipe, le sous-chef, le saucier, les chefs de partie ou encore le linguini. Il veut son goûter. Non. Yes, tout un écosystème travaillant ensemble pour arriver au meilleur résultat possible. Une hiérarchie des rôles qui est d'autant plus vraie dans les cuisines des grands restaurants, où on retrouve presque de véritables laboratoires de recherche et développement. Des laboratoires avec des designers chargés d'imaginer la forme que prendra le plat dans l'assiette. Parce que oui, le visuel compte aussi beaucoup dans la perception du goût. On peut même retrouver des scientifiques en cuisine qui travailleront avec le chef sur des nouveautés en testant et en jouant sur les températures, les textures, l'assaisonnement. Car on l'a dit, tous ces paramètres sont aussi très importants pour nos perceptions du goût. Bref, tant de raisons qui font que la cuisine s'apparente à un art et que tout ce qui gravite autour de nos perceptions du goût est fascinant. Et justement, une des forces du film Ratatouille, c'est sa manière de retranscrire tout ça au spectateur. Voilà pourquoi, selon moi, ce film reste un ovni dans le paysage des films Pixar. C'est pas le meilleur, mais il a une certaine aura qui fait que je donnerai toujours une place spéciale. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Voilà pour le premier épisode de ce nouveau format, qui certes est très proche de ce que je fais d'habitude. Enfin bref, je me fixe aucune contrainte sur ce format, c'est pour ça qu'il est là et j'espère que vous le kifferez. D'autant qu'on a encore un générique plutôt calibré pour cette émission. Ce dernier a été réalisé en travaillant avec la même personne que pour celui de Spéculation. Je vous mets bien sûr ses comptes en description, il a monté son entreprise qui s'appelle Dreamy 3D. Enfin je vous invite grandement à aller suivre tout ce qu'il fait, ou même à travailler avec lui sur des projets. Sur ce, j'ajouterai cette petite anecdote finale. Il semble que pour des animaux, les rats aient un sens du goût assez développé. Donc à tout moment, demain tu vas au resto, tu checkes le cuisinier, tu soulèves sa toque, tu vois quoi? Un rat qui lui tire les cheveux. Allez, à bientôt.